Le rendement. Le rendement, ce qu'il faut savoir avant de le définir, c'est que tout appareil, n'importe quel appareil, que ce soit un appareil électrique, un appareil mécanique, lorsqu'il fonctionne, il y a des pertes en fait, toujours. Et ces pertes, elles sont inévitables. Donc, s'il y a des pertes, ça peut être des… En général, on parle plutôt de pertes d'énergie, en réalité. C'est ce qui se passe. Alors, ces pertes, c'est important de comprendre que malheureusement, on peut les réduire, mais on ne peut jamais les réduire à zéro. Ça, c'est quelque chose d'impossible. En tout cas, sur Terre, il y a donc toujours des pertes qui sont occasionnées. Alors, ça peut être des pertes du point de vue électrique, ça peut être des pertes mécaniques, comme par exemple les forces de frottement. Et donc, ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, en fait. Ça peut être des pertes thermiques aussi, quand on parle de chauffage. Donc, ça, ces pertes, il faut en fait, de temps en temps, en tenir compte. On ne peut pas toujours négliger les pertes. Donc, c'est pour ça qu'on va introduire justement cette notion de rendement. Alors, pour comprendre cette notion de rendement, il faut d'abord définir deux types d'énergie. Alors, le premier type d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. C'est-à-dire que quand vous avez un appareil, par exemple une voiture qui monte au sommet du Salève depuis Genève, eh bien, il va lui falloir une certaine énergie pour accomplir la tâche, c'est-à-dire pour monter depuis Genève jusqu'au sommet du Salève. Et ça, quelle que soit la quantité de perte qui est occasionnée, ça, c'est l'énergie qu'il faut dans un monde, on va dire, parfait, c'est-à-dire sans tenir compte, sans perte. Si vous voulez monter, je ne sais pas moi, depuis la gare de Lausanne jusqu'à Saint-François, vous devez fournir une certaine quantité d'énergie. Et donc, cette énergie, c'est au minimum l'énergie qui est utile, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour monter votre propre poids depuis la gare de Lausanne jusqu'à Saint-François. Sans perte au pluriel. Donc, c'est ça l'énergie utile, c'est l'énergie qui est nécessaire pour accomplir une tâche, mais sans tenir compte des frottements. Et en réalité, eh bien, les appareils, quand ils fonctionnent, eh bien, ils consomment une certaine quantité d'énergie, et ça, c'est justement quand on tient compte des pertes. C'est-à-dire que la voiture qui va donc monter, par exemple, de Genève jusqu'au sommet du Salève, elle va devoir fournir une certaine quantité d'énergie, qui est l'énergie utile, qui est nécessaire justement pour accomplir la tâche qui est de monter, mais en plus, il y a des pertes. Donc, il va falloir donner plus d'énergie. Elle va donc devoir consommer plus d'énergie, cette voiture, puisque c'est l'essence en réalité qui est consommée par le biais du moteur pour justement accomplir cette tâche et en plus compenser les pertes qui sont dues au frottement, par exemple. Donc, l'énergie consommée, c'est en fait la quantité d'énergie totale qu'un appareil consomme pour effectuer la tâche, mais cette fois en tenant compte des pertes d'énergie. Donc, évidemment, l'énergie consommée, c'est quelque chose qui est supérieur, qui est plus grand que l'énergie utile. Et nous, dans nos calculs jusqu'à présent, on n'a pas fait cette distinction parce qu'on a toujours évincé en quelque sorte le fait qu'il y ait, je devrais plutôt dire éludé, le fait qu'il y ait des frottements. C'était toujours marqué, soit c'était pas marqué, puis du coup on se disait, comme c'est pas écrit qu'il y a des frottements, on va faire comme s'ils étaient négligeables, ou alors clairement c'était écrit que les frottements étaient négligeables ou nuls. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie utile, c'est l'énergie consommée. C'est les deux la même chose. Et pour nous, c'était l'énergie, et puis on n'en parlait plus. Maintenant, on fait la différence entre les deux. Alors, tout ça, on peut le mettre sous forme d'un schéma. Vous avez donc votre voiture, votre véhicule, qui est donc un appareil qui fonctionne. Il va consommer une certaine quantité d'énergie. Sur cette quantité d'énergie qui est consommée, eh bien, il y en a une partie qui va être véritablement utilisée pour accomplir la tâche. Et puis, il y a une partie qui va être perdue à cause des frottements, des pertes de chaleur, etc., etc. Donc, finalement, en entrée, si vous faites le bilan énergétique de votre véhicule, ça peut être un appareil quelconque, eh bien, vous avez l'appareil qui va consommer de l'énergie
Ça, c'est ce qui est en entrée. Et ce que lui va fournir, eh bien, ce sera l'énergie utilisée pour accomplir la tâche, plus l'énergie qui est perdue. Et donc, si on retourne cette formule, hein, si on s'intéresse aux pertes, eh bien, on passe donc l'énergie utile de l'autre côté et on voit que donc, les pertes, c'est la différence entre l'énergie qui est consommée et l'énergie qui est utile. Et donc, encore une fois, quand on a fait des exercices dans lesquels il n'y avait pas de perte, on considérait que l'énergie perdue était nulle. Donc, du coup, comme cette différence entre les deux, entre l'énergie rouge et bleue, comme cette différence est nulle, ça veut dire que les deux étaient égales. Alors, quelques exemples que je pourrais donner. Ben voilà, vous avez donc une voiture qui monte, une route. Elle va donc consommer une certaine quantité d'énergie sous la forme, on va dire, d'essence. Et donc, cette quantité d'énergie, une partie est utilisée, par exemple, pour effectuer une montée, par exemple, montée. Et puis, quand vous arrivez en haut de la montée, ben, vous voyez que le moteur il est chaud. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il est chaud? Parce qu'à l'intérieur du moteur, il y a des frottements et qu'il y a aussi eu la transformation de l'essence par le moteur à explosion qui a fait donc chauffer le moteur. Et ça, cette énergie qui est due à la chaleur, s'il y a un chat, par exemple, au haut de la montée, il aura du plaisir à aller se poser sur le capot de la voiture, comme vous le savez, parce que justement, c'est un endroit chaud. Mais en réalité, ça ne sert à rien de chauffer le moteur. On ne va pas cuire un œuf sur le capot de la voiture. Donc en fait, cette chaleur ici, c'est vraiment à prendre dans le bilan des pertes, en fait, dans cette histoire. Ça ne va pas nous servir. Si vous prenez une ampoule, eh bien, une ampoule, quel est son but? Son but, c'est de faire de la lumière. Donc, en fait, l'énergie qu'elle va consommer, elle va l'utiliser pour faire de la lumière, c'est l'énergie utile. Mais si vous regardez une ampoule, c'est chaud aussi à la fin. Donc, elle va perdre de l'énergie aussi sous forme de chaleur. Et tout ça, ce sera cette fois de l'énergie. La somme des deux sera l'énergie consommée. Cette fois, ce ne sera plus de l'essence, ce sera de l'électricité. On peut faire à la place d'ampoule, vous pouvez prendre un ordinateur. Quand vous utilisez un ordinateur, eh bien, vous savez que comme n'importe quel appareil électrique, eh bien, cet appareil chauffe en réalité. Et donc, à moins que l'appareil électrique ce soit un grille-pain, par exemple, ou une plaque électrique dont le but est de chauffer, si son but n'est pas de chauffer, le fait qu'elle chauffe doit être considéré comme de la perte d'énergie. Bref. Alors, gardons ça en mémoire, l'énergie consommée, c'est l'énergie utile pour faire le boulot, pour faire la tâche, plus ce qui est perdu par l'appareil, et ça, c'est quasiment inévitable. Alors, on va voir un petit peu les conséquences de tout ça. Alors, on définit justement ce qu'on appelle le rendement, qu'on note avec une lettre grecque qu'on appelle eta. Ça, c'est la lettre grecque. Eta, je ne sais pas s'il y a même s'il y a un accent, en fait, on va l'enlever, je ne pense pas qu'il y ait un accent en fait. Eta, c'est la lettre grecque qui est ici. C'est un peu comme si vous faites un N, mais en fait, vous rajoutez une patte un peu plus longue, en fait, la patte avant. Voilà. Ça, c'est quand on l'écrit plus ou moins à la main. Ça, c'est l'écriture informatique. Donc, vous pouvez distinguer en fait ici que la différence, là, les pattes ne sont pas les deux à la même taille en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rendement? Eh bien, le rendement, c'est le rapport entre l'énergie utile, que j'avais dessiné en bleu tout à l'heure, ici, et l'énergie qui est véritablement consommée. C'est le rapport entre les deux. C'est ce qu'on appelle le rendement. C'est-à-dire que si vous regardez le schéma que j'ai fait tout à l'heure, celui-là, à la page précédente, eh bien, vous avez une certaine quantité d'énergie ici. Vous avez une certaine quantité qui rentre en fait dans l'appareil en quelque sorte. C'est par exemple l'essence qui rentre dans le moteur. Et puis, il y a une certaine énergie qui est utilisée pour faire le boulot, c'est-à-dire pour rouler, pour monter une route, par exemple. Et puis, à côté de ça, il y a ce qui est perdu. Et donc, le passage de là à là, eh bien, si vous voulez, c'est comme si
faites entrer quelque chose dans un appareil, puis l'appareil, ben, vous le rend. D'où le mot rendement, en fait. Hein. Mais il ne vous rend pas exactement ce que vous avez consommé. En fait, il y a des pertes dans cette histoire. Donc, le rendement, c'est le rapport entre ce qui sort de l'appareil et ce qui rentre. C'est ça qu'on désigne par le mot rendement. Le rapport entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est-à-dire entre l'énergie utile et l'énergie consommée. Alors, comme c'est un rapport d'énergie, les deux énergies étant exprimées dans des unités d'énergie, c'est-à-dire des joules divisés par des joules, ça fait des rien du tout. Donc, en fait, le rendement, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité, c'est sans unité. C'est un monde, en fait. Alors, que peut-on voir ici encore? On a vu que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Je vous propose de retourner cette formule en multipliant par le temps. Et donc, vous avez que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Alors, si maintenant on parle d'énergie utile, eh bien, on peut dire que c'est égal à ce qu'on appelle la puissance utile multipliée par le temps. Si on parle maintenant d'énergie consommée, bien l'énergie consommée, c'est la puissance consommée fois le temps. Alors, on fait ici une distinction entre la puissance utile et la puissance consommée, mais pas entre le temps. Il n'y a pas le temps utile et le temps consommé, parce qu'un appareil, quand il fonctionne pendant une certaine durée, et cette certaine durée, c'est la même chose pour l'énergie utile que pour l'énergie consommée. Donc, on voit qu'ici, le temps, on peut le simplifier entre le haut et le bas, et que finalement, le rendement, on peut l'exprimer comme étant aussi la puissance utile divisée par la puissance consommée. Donc, la puissance utile divisée par la puissance consommée, tout ça, ça va nous donner également le rendement. Donc, c'est une autre manière d'écrire le rendement. Soit on applique le rapport d'énergie, soit on applique le rapport de puissance. Dans les deux cas, évidemment, on trouve un rendement sans unité, puisque la puissance utile, c'est la puissance fournie par l'appareil pour accomplir la tâche, et ça se mesure en watts. La puissance consommée, c'est la puissance qui est justement consommée par l'appareil, mais en tenant compte des pertes, qui est aussi exprimée en watts. Donc, on obtient des watts divisés par des watts. Ça fait un rapport qui est donc sans unité. Donc, selon les informations que vous avez, ça dépend des problèmes, des fois, vous allez devoir utiliser des rapports d'énergie et des fois, plutôt des rapports de puissance. Des fois, vous avez le choix entre les deux. Alors, maintenant, quelques petites notions par rapport au rendement. Vous avez l'énergie consommée, qui est l'énergie utile, plus les pertes. Donc, maintenant, je choisis d'exprimer l'énergie utile. Qu'est-ce que c'est? Là, il faut soustraire en fait les pertes. Et donc, on a que l'énergie utile, c'est l'énergie consommée moins les pertes. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée. Alors maintenant, je remplace l'énergie utile par l'expression qu'on a là en dessus, c'est-à-dire l'énergie consommée divisée, moins les pertes, moins l'énergie perdue, le tout divisé par l'énergie consommée. Et vous voyez donc là-dedans qu'on a ce nombre-là. L'énergie consommée divisée par l'énergie consommée, ça fait 1 en fait. Et puis à côté de ça, il reste moins l'énergie perdue divisée par l'énergie consommée. Donc, moins ceci. Alors, donc, on peut écrire le rendement comme étant égal à 1 moins ce rapport-là. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, je fais ça parce que il se trouve que, évidemment, on ne peut pas perdre plus que ce qui est consommé. Ce n'est pas possible. Donc, ce rapport que vous avez donc ici, l'énergie perdue sur l'énergie consommée, eh bien, il prend quoi comme valeur, ce rapport? Eh bien, c'est un rapport qui est forcément plus petit ou égal à 1. Parce que justement, les pertes, elles sont toujours plus petites que l'énergie consommée. Puis dans un cas vraiment critique, eh bien, l'énergie perdue, c'est l'énergie consommée.
Imaginez, par exemple, vous avez, bon là, il faut être un petit peu stupide, hein, mais admettons, vous voulez monter depuis Genève jusqu'au sommet du Salève, vous avez votre réservoir d'essence qui est plein, et puis vous allumez votre moteur, et puis en fait, vous avez beau appuyer sur la pédale de gaz, vous entendez le bruit du moteur, mais la voiture n'avance pas. Alors si par exemple justement vous êtes un peu, imaginons une personne un petit peu, enfin même beaucoup stupide, pourrait appuyer sur le champignon en se disant ça va bien finir par rouler, et puis finalement elle consomme l'intégralité de son réservoir d'essence, et puis elle n'a pas bougé parce que la voiture enfin, le moteur a une défaillance quelque part. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que tout ce qui est perdu est égal à tout ce qui est consommé est perdu. Donc dans ce cas-là, on aurait une égalité ici. En général, une personne sensée, elle ne va pas consommer l'intégralité de son essence en restant sur place. Hein. Quand elle voit qu'elle ne bouge pas, elle arrête normalement. Enfin bon, voilà, un exemple pour illustrer cette situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie perdue ne peut pas être plus grande que l'énergie consommée. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas perdre plus. On ne peut pas avoir plus d'énergie, d'essence perdue que celle que vous avez dans le réservoir, forcément. Donc, c'est pour ça que ce rapport, il est plus petit que 1, voire égal à 1 dans le cas un peu débile que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il est plus petit ou égal à 1. Donc, du coup, cette expression qu'on avait à la page précédente, 1 moins le rapport entre l'énergie perdue et l'énergie consommée, comme ce rapport il est plus petit ou égal à 1, si vous faites 1 moins quelque chose qui est plus petit ou égal à 1, ça va vous donner un résultat qui est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va voir les cas critiques. Hein. Quand est-ce que c'est égal à 0? Quand est-ce que c'est égal à 1? Et puis, donc, on verra qu'en fait, la plupart du temps, c'est entre les deux. Hein. Alors, si on a une situation idéale, comme on a dans les exercices de physique, qui est donc une situation dans laquelle il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que l'énergie perdue égale 0. C'est le moins qu'on puisse perdre, c'est 0, évidemment. On ne peut pas perdre moins que 0. Donc, quand vous calculez le rapport, hein, le rendement, en fait, vous faites 1 moins l'énergie perdue sur l'énergie consommée. Et maintenant, l'énergie perdue, on a dit, c'est 0. Donc, ça vaut 0. Donc, quand vous faites 0 divisé par l'énergie consommée, ça vous fait un rapport ici de 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, ça veut dire que si vous avez un appareil qui n'a pas de perte, eh bien, dans ce cas-là, le rendement il sera de 1. Et comme le rendement est compris entre 0 et 1, 1, c'est la valeur la plus grande possible. Donc, il a le meilleur rendement possible, c'est-à-dire l'efficacité maximale. Mais ça n'existe que dans les exercices de physique. Ça n'existe pas dans la réalité. L'efficacité de l'appareil est maximale dans ce cas-là, et toute l'énergie qui est consommée va être utilisée par l'appareil. C'est-à-dire, hein, si vous prenez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, hein, eh bien, s'il n'y a pas de perte, ça veut dire que ça tombe et que donc toute l'énergie qui est consommée est égale en fait à l'énergie qui est utilisée. Donc le moteur, il prend tout et il ne perd rien en fait. Je précise que ça n'existe pas hein, en réalité, ça existe donc que dans les exercices de physique. C'est ce qu'on avait jusqu'à présent. On avait considéré que les pertes étaient nulles et que donc le rendement était égal à 1 et que donc finalement il n'y a pas de différence entre l'énergie utile et l'énergie consommée. Maintenant, je prends mon cas de figure que je vous ai présenté tout à l'heure avec la personne qui vide son réservoir d'essence en essayant d'avancer alors que justement elle n'avance pas. Et donc dans ce cas-là, tout ce qui est consommé est perdu. Alors là, évidemment, hein, encore une fois, c'est un peu stupide. Hein, et donc là, on a une perte maximale en fait. C'est une situation où les pertes sont les plus grandes possibles. Alors, si vous regardez ce rapport ici, hein, quand vous avez l'énergie perdue et l'énergie consommée qui sont égales, ce rapport il va être égal à 1. Et donc, du coup, le rendement qui est égal à 1 moins ce rapport, hein, le rendement c'est 1 moins ce rapport, si vous faites 1 moins 1, ça fait 0. Donc, dans ce cas-là, vous avez un appareil qui a une efficacité nulle, en fait, hein, minimale, mais donc, comme c'est entre 0 et 1, le minimum c'est 0. Hein, donc, on a un rendement de 0.
Ça, c'est un appareil qui est défectueux et qu'il faut mieux ne pas utiliser. Hein. Donc là aussi, hein, c'est plus possible en réalité d'avoir un rendement nul qu'un rendement zéro. Mais s'il y a un rendement nul, dans la pratique, on ne l'utilise pas. Hein. Donc finalement, ça n'a pas tellement de sens. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ce que je viens de présenter, ça veut dire que vous avez une certaine quantité d'énergie qui va être consommée et qui va être intégralement perdue. Donc le chemin de l'énergie dans ce bilan, c'est par ici. Et donc, il n'y aura absolument rien qui va être utilisé. Tout passe dans les pertes. Alors, comme je vous disais, la réalité, c'est entre les deux, en fait. Hein. C'est ni une énergie, une perte, enfin, c'est ni un rendement maximal, ni un rendement minimal. Alors, souvent, le rendement, comme c'est un nombre qui n'a pas d'unité, on l'exprime souvent sous la forme d'un pourcentage. Alors, si par exemple, on vous donne comme indication qu'on a un rendement de 60%, rappelez-vous ce que veut dire pourcent. 60%, ça veut dire 60 par 100, en fait. Pourcent par 100. Donc, si vous faites 60 divisé par 100, ça vous fait 0,6. Et 0,6, c'est bien compris entre 0 et 1. Donc, c'est ce que veut dire un rendement de 60%. Donc, il faut multiplier le pourcentage, on va dire, hein, ou la valeur du rendement. Il faut la multiplier par 100 si vous voulez obtenir des pourcents. Ou la diviser par 100 si vous voulez obtenir la valeur normale à partir des pourcents. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Alors, en définitive, je vais parler d'un exemple, mais en définitive, si on reprend ça, la réalité, c'est qu'on n'a ni des situations où toute l'énergie consommée est perdue, ni des situations où on a toute l'énergie consommée qui est utilisée. Les deux n'existent pas. Donc, dans le cas où l'énergie consommée est égale à l'énergie utilisée, ça veut dire qu'on a un rendement optimal de 1, de 100%. Dans le cas où tout est perdu, eh bien, on a un rendement minimal de 0, 0%. Mais la réalité, c'est entre les deux. Donc, les rendements, en général, ils sont compris entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. Donc, c'est souvent de l'ordre de 60%, 70%, 40%, 50%, c'est cet ordre de grandeur-là, en général, qu'on a. Alors, je vais juste rajouter une anecdote, enfin, pas une anecdote, mais juste pour vous dire, parce que je sais que ça existe. J'ai eu une discussion une fois avec mon frère qui me parlait d'un appareil de chauffage. Il avait vu une pub où il disait qu'il y avait un rendement de 120%. Alors, un rendement de 120%, c'est impossible. Alors, c'est impossible. Donc, mon frère, il m'assurait que c'était possible. Bon, il n'est pas physicien, mon frère, hein, mais bon, il travaille quand même dans un domaine qui fait intervenir ce genre de choses. Et il est vrai que dans ce domaine-là, on parle effectivement d'un rendement de 120%. Donc, ce n'était pas complètement faux, mais c'était faux au sens de la définition de ce que c'est le rendement. Donc, au sens de la définition propre du rendement, il est impossible d'avoir un rendement supérieur à 100%. Même 100%, c'est impossible. C'est forcément entre 0 et 100. Cela dit, donc, il existe, vous pourrez peut-être dans votre vie être confronté, je ne sais pas, si plus tard vous achetez une maison ou quelque chose comme ça, puis vous mettez, je ne sais pas, des panneaux solaires sur le toit, eh bien, vous pourrez des fois être confronté à des pubs ou des documents qui vous disent que le rendement est supérieur à 100%. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas un rendement tel qu'il est défini ici, qui est donc la définition du rendement. Ce sera un rendement un petit peu bricolé, on va dire, hein, pour les besoins justement un peu commerciaux en réalité, puisque évidemment un rendement de 120%, hein, si vous allez à la banque et puis qu'on vous dit que vous avez un rendement de 120%, ça veut dire que vous allez gagner des sous simplement en déposant votre argent à la banque. Donc, en fait, ça incite les gens à déposer l'argent à la banque. Donc, un rendement de 120%, ça fait rêver en quelque sorte. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut parler d'un rendement supérieur à 100% dans certains domaines. Mais encore une fois, du point de vue de la définition de ce que c'est le rendement, c'est impossible. Ça n'existe pas.
Alors, je vais terminer cette présentation, c'est déjà 9h12, donc ça fait bientôt 1 heure qu'on est connecté, par un exemple qui fait intervenir le rendement. Donc, c'est un exemple que je reprends de choses qu'on a déjà vues. Vous avez donc une grue ici qui soulève une charge de 600 kg à vitesse constante sur une hauteur de 30 mètres pendant 20 secondes. Ça doit vous parler. C'est quand j'ai parlé de la puissance. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, quand j'ai présenté la puissance, ben voilà, vous aviez cet exemple le même en fait. La grue qui soulève une charge de 600 kg sur 30 mètres pendant 20 secondes. C'est le même exemple. On a déjà fait des calculs là-dessus. Et maintenant, donc, cet exemple, on va la sortir, on va dire, d'une notion de perte d'énergie par rendement, puisque je vous dis donc que la puissance du moteur, elle est de 20 kW. Ça, c'est la puissance réelle, celle qui est écrite, on va dire, sur le manuel, on va dire, je ne sais pas si ça existe, le manuel de la grue. C'est une des caractéristiques de la grue, c'est qu'elle a une puissance de 20 kW. Alors, pour reprendre les termes qu'on a vus dans le cadre de la théorie sur le rendement, l'énergie utile, c'est donc l'énergie que va fournir la grue pour faire le boulot. À quoi elle sert finalement cette grue? Elle sert à monter la charge de 600 kg sur une hauteur de 30 mètres. Donc, on a déjà fait le calcul. Elle va donc fournir une certaine quantité d'énergie qui est donc égale à MGH. Je vous passe les détails de comment on est arrivé à MGH. On a déjà fait ça auparavant. Donc, M, c'est la masse de 600 kg. G, c'est parce que la grue est sur Terre, donc 981. Et la hauteur H, c'est les 30 mètres. Au total, ça fait 176 580 joules. Ça, c'est l'énergie qu'il faut, sans tenir compte des pertes, pour monter cette charge sur 30 mètres. Maintenant, calculons la puissance, puisqu'on sait combien de temps ça prend en fait, pour monter cette charge. Alors, si on calcule la puissance, eh bien, la puissance qu'on appelle la puissance utile, c'est l'énergie utile divisée par le temps. Donc, c'est les 176 580 joules qu'on va diviser par les 20 secondes que dure la montée. Et donc, on trouve une puissance utile de 8829 watts. Donc, si on ne tenait pas compte des frottements, comme on avait fait auparavant, on trouverait une puissance de 8829 watts. Et d'ailleurs, si je vous remontre ce qu'on avait fait avant le rendement, quand j'ai parlé de cet exemple-là, on avait trouvé à la fin une puissance, c'est ici, de 8829 watts avec une énergie de 176 580 joules. C'est exactement la même chose. On reprend en fait ce qui a déjà été fait. Alors, la seule différence, c'est que maintenant, il y a une indication supplémentaire, c'est que le moteur a une puissance de 20 kW. 20 kW, alors que nous, on a trouvé 8829 watts. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que cette grue, elle a une puissance consommée en réalité, les 20 000 watts. 20 kW, ça fait 20 000 watts. C'est en réalité la puissance consommée, c'est-à-dire la puissance totale du moteur en tenant compte des pertes d'énergie. Ça, c'est la vraie puissance, celle qui est écrite sur la grue, sur le moteur de la grue, dans le manuel, les caractéristiques de la grue. Donc, elle a véritablement une puissance de 20 000 watts. Mais en fait, s'il n'y avait pas de perte d'énergie, la puissance serait de 8829 watts. Et ces 8829 watts, c'est donc ce qu'on appelle la puissance utile, juste pour faire le boulot, qui est donc de monter cette charge de 600 kg sur 30 mètres pendant 20 secondes. Donc maintenant, quand on met en lien ces deux notions de puissance, la puissance consommée et la puissance utile, on va pouvoir calculer le rendement en fait. Comment on fait? Eh bien, on applique la définition. Le rendement que je dessine en vert, c'est la puissance utile en bleu, c'est-à-dire les 8829 watts qu'on a calculés, qu'on va diviser par la puissance consommée, 20 000 watts, qui est dans la donnée. Et donc, si vous faites ce rapport, eh bien, vous trouvez 0,44 environ. Et donc, si on multiplie par 100, eh bien, on trouve le pourcentage du rendement, c'est donc environ 44%.
Qu'est-ce qu'il faut en conclure de cette histoire? Eh bien, c'est que si vous avez un rendement de 44%, ben, ça veut dire en fait, hein, je vais l'écrire en orange, ça veut dire qu'il y a des pertes en fait ici. Hein, ce qui est perdu, les pertes, ben, c'est de l'ordre de environ, c'est le complément, c'est-à-dire 56%. Hein, si vous avez 44% qui est utilisé, ben, ça veut dire qu'il y en a 56% qui ne sont pas utilisés. S'ils ne sont pas utilisés, c'est qu'ils sont perdus. Donc ici, en définitive, un peu plus de la moitié de l'énergie qui est consommée est en réalité perdue. Hein, un peu plus, c'est les 56%. Alors, ils sont perdus comment? Ben, en chaleur, hein, puisque une grue, c'est un moteur. Et donc, ce moteur, il y a l'explosion, un moteur à explosion, il y a l'explosion de l'essence, du carburant, qui va faire chauffer le moteur. Et puis, le moteur lui-même, ben, il a des engrenages, hein, qui vont s'actionner les uns contre les autres, qui vont donc frotter. Il y a aussi des câbles, hein, sur les poulies, qui vont frotter. Donc, il va y avoir des pertes sous forme de chaleur, des pertes à cause des frottements. Et l'un dans l'autre, tout ça, toutes ces pertes, ça va donner 56%.